Aujourd'hui, 850 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie génère chez nos aînés des troubles du comportement variés et évolutifs, et les structures qui les accueillent sont obligées de s'adapter. Elles font évoluer leurs équipes, mais aussi leurs bâtiments, et mettent en œuvre des projets et des espaces particuliers pour les accompagner. Imaginer des nouvelles conditions de vie pour des résidents qui sont de plus en plus âgés, qui ont de plus en plus de difficultés pour leur déplacement, leur accessibilité, et dont également les principales difficultés résident dans le fait d'avoir des troubles de type Alzheimer, de type de la désorientation. Et là, un projet architectural pouvait nous aider à les accueillir dans de meilleures conditions. En tant qu'architecte, nous avons été confrontés à des cahiers des charges variés et réalisé plus de 20 projets différents pour des personnes Alzheimer. Après toutes ces expériences, nous nous sommes rendus compte qu'il ne reste plus aucune certitude sur ce qu'il convient de faire. Et c'est pour essayer d'y voir clair que nous avons décidé de réaliser une enquête auprès de 3 EHPAD qui accueillent des personnes souffrant de cette maladie. Historiquement, sur Sort, il y avait un EHPAD qui était un EHPAD de statut hospitalier, qui était un ancien hospice et qui avait un schéma d'organisation des années 40-50. Et c'est vrai que lorsque la communauté de communes a souhaité construire un nouvel établissement pour remplacer l'ancien, l'accent a été mis sur des espaces de vie et souhaité visualiser l'EHPAD, la maison de retraite, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, comme un lieu de vie. Quand on a démarré le concours de la construction de l'EHPAD de Sort, on a découvert un petit village dans les Landes avec un centre-bourg qui était très vivant, très dense, dans un environnement de forêt très agréable au bord de la Leyre. Le terrain qui avait été choisi pour la construction, c'était un terrain vraiment en plein centre-bourg, avec la route d'un côté. De l'autre côté du terrain, il y avait en bas la Leyre qui avait été aménagée en tous les bords avec des promenades. Un des enjeux, c'était de laisser ce terrain traversé puisque les gens l'utilisaient pour rejoindre la promenade qui était aménagée le long de la Leyre. Et il y avait également sur le terrain une salle de sport qui existait, qui était utilisée par les associations sportives du village. Du coup, on a eu à cœur de laisser la vue traverser le terrain, de préserver ce chemin et du coup d'implanter l'hébergement de façon linéaire, adossé à la forêt, avec tous les lieux de vie qui étaient ouverts vers le terrain de sport, vers le jardin et vers la ville. Ainsi, le long de cette route, on avait devant la mairie une petite placette. Devant l'église également, il y avait une sorte de grand parvis. Et devant la maison de retraite également, on dégageait une place, espace de stationnement, de rencontre, ouvert complètement sur la route. Donc l'entrée au cœur de l'établissement, entre les lieux de vie, la logistique rapportée à l'extrémité, et puis l'hébergement qui se déployait comme ça.
établissement que je connais pour y avoir été en stage en 2012, au moment où justement se posait la question de savoir s'il fallait créer des unités spécifiques ou pas pour les personnes atteintes de démence ou les grands dépendants, etc. Donc on était vraiment sur ce questionnement-là en 2012. Et là j'arrive, l'établissement est sorti de terre et effectivement je pense qu'il répond vraiment à la question qu'on s'était posée à ce moment-là et qui remplit pleinement ses fonctions, vraiment. Tournon d'Agenais, c'est une sorte de bastide surélevée. Il y a une route qui descend vers Fumel. Et le long de cette route, qui est assez en pente, sur la gauche, il y a le terrain de cette EHPAD. On entrait au cœur de l'établissement par ici, avec la partie administration, la partie salle à manger, autour d'une petite placette, et puis la partie hébergement qui se développait derrière, autour d'un noyau central. Donc l'enjeu du programme, c'était d'augmenter la capacité d'accueil de cet établissement d'une 30aine de lits. Et on a pris le parti, en fait, de profiter des articulations pour créer deux axes de liaison. Et autour de ces axes, on allait développer une partie des espaces communs. Et à cette intersection, on développait des unités d'hébergement sur un niveau pour les personnes Alzheimer, comme en forme d'unité fermée, et à l'étage, une deuxième unité qui était dédiée aux personnes les plus dépendantes. Ce que ce plan génère, c'est une sorte de jardin commun qui est vraiment un lieu qu'on a voulu fédérateur de l'ancien et du nouveau, qui profite vraiment à tous les résidents. Le fait que ça soit un jardin clos, c'est aussi un jardin de rencontre entre les résidents de l'unité Alzheimer, qui en profitent largement, et les résidents qui sont restés dans la partie ancienne. Je crois déjà que la première attente, c'était de ne rien dire sur, comment je pourrais appeler ça, la beauté du bâtiment, l'extérieur, à quoi devait-il ressembler. Au contraire, le choix du cahier des charges était de bien expliquer ce qui devait se vivre, le fonctionnement, comment des résidents habitent un endroit, comment les professionnels ont envie d'y travailler. Mais surtout de ne pas s'immiscer et de laisser aux architectes le choix de nous proposer quelque chose de visuel. Donc on a beaucoup raconté ce qu'on voulait y vivre, mais pas du tout de décrire je veux du rouge, du vert, voilà. Au Saint-Jean-de-Mont, il y a le centre-ville, l'océan. Entre les deux, il y a la route qui amène la route de la forêt, qui fait le lien entre le centre-ville et la plage. Et le long de cette route, il y a le terrain où existait une construction d'un EHPAD. Donc l'établissement paraissait pas en si mauvais état que ça. En fait, on y arrivait par une sorte de petite route qui contournait. Et là, on arrivait en contrebas. Et il y avait une pente très importante pour arriver jusqu'à l'entrée. Tout le parc autour était également en pente. L'enjeu, c'était de réussir à faire un projet sur ce terrain, et cela en gardant les résidents dans leur établissement jusqu'au déménagement. Et dans cette forme très contrainte, du coup, on a pris le parti d'abord compter les chambres possibles. On a réussi à faire 3 unités de 14 lits chacune, par niveau. On s'est dit que dans cette forme triangulaire, c'était bien d'avoir un patio pour éclairer un peu parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur au bâtiment. Et c'est dans les interstices qu'on a développé les locaux de service, les points de montée avec les ascenseurs qui se trouvent vraiment au centre. Et au niveau bas, l'entrée se fait au centre comme ça, face à la lumière qui est dégagée par le patio. Et ensuite,
en fait, on déambule partout dans l'étage, puisque le choix était fait de ne pas faire d'unité Alzheimer et que toutes les personnes potentiellement pouvaient, en vieillissant, développer cette maladie et être accueillies chez eux, qui était l'enjeu de ce programme particulier. Toutes les situations sont des situations particulières. D'ailleurs, nos structures sont, on va dire, légalement dans l'obligation de proposer des projets individualisés. Donc, ce qui veut dire que par essence même, chacun est unique. Et que les réponses qui doivent être apportées à chacun et non pas d'une façon collégiale. La structure architecturale elle est là pour répondre à un environnement. Mais après, chaque projet est vraiment à part. Après, la maladie Alzheimer, je trouve que c'est un bien grand mot, là aussi. On a parfois des troubles cognitifs dus à une dégénérescence des facultés cognitives. Après, dans nos structures, très honnêtement, je pense qu'en dehors des unités protégées ou sécurisées, à peu près 40 à 50% des résidents commencent à avoir des troubles Alzheimer. Donc là, il y avait la problématique de l'accueil des personnes Alzheimer. Donc ça, de ce schéma-là, si on agrandit un peu, on avait donc nos espaces de vie au centre, les points de montée qui formaient un noyau, l'hébergement traditionnel qui se développait de façon très simple le long d'un couloir, et l'unité Alzheimer, du coup, qui s'est retrouvée devant. Du coup, on a fait une forme qui permettait la déambulation, avec une partie des chambres qui était orientée vers la forêt, une autre partie de chambre qui était orientée vers la ville, et une troisième partie de chambre qui donnait sur le parvis. Ainsi, on avait des vues dégagées, des ouvertures de tous les côtés, et au milieu, on a aménagé une sorte de patio qui éclairait des locaux, l'office en particulier, qui était là au cœur de l'unité et qui permettait que, quand on entre, on soit au cœur d'un espace fluide et transparent. Donc nous sommes ici sur l'espace partagé de l'unité, où les résidents mangent, ils font leur activité. L'espace architectural a été conçu de façon à ce qu'il y ait une grande circulation tout autour de l'unité qui s'appelle la Maison des Jardins. Et à l'extérieur, un grand jardin arboré qui fait que où qu'on se trouve dans l'établissement, on a toujours une vue sur les espaces extérieurs. Ils vont partout librement. C'est sécurisé. Nous, on peut surveiller sans les gêner dans leur promenade. C'est très pratique. Et tout ce qu'il y a dans le jardin est comestible. Donc il y a des fraises, il y a vraiment toutes les plantes. Et chaque année, on essaie d'avoir un petit potager, de faire un petit potager avec les résidents qui s'intéressent et qui peuvent aussi y accéder facilement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Maison des Jardins, il y a 12 résidents. Ça fait très familial et les familles se sentent vraiment à l'aise et niveau communication, c'est vraiment un feeling qu'on n'a pas ailleurs en fait. Ils se confient énormément, il y a vraiment un échange qui est très particulier mais très plaisant. Ce qui fait qu'on connaît, voilà, on a accès à des détails de leur vie qui sont très très importants et qui nous permettent à nous de mieux comprendre certaines situations. Et c'est ça aussi l'aspect la Maison des Jardins.
Les salariés qui sont dans cette unité-là ont déjà la fibre. C'est vraiment une relation particulière. Donc elles sont dans cet état d'esprit-là. Et en tout cas, elles ont la formation spécifique, la formation régulière. Alors on la propose à tout le monde, les formations continues sur la maladie d'Alzheimer. Mais pour les personnes qui sont au sein de l'unité, a été mis en place des formations vraiment spécifiques sur l'humanitude, qu'on peut aussi adapter ailleurs, mais vraiment une formation qui permette de considérer autrement la personne. Moi, je suis le médecin coordinateur, médecin généraliste sur le secteur de Montaigu-le-Quercy et coordinateur depuis 2 ans. Et j'ai une capacité de gériatrie. D'accord. Bonjour, moi je suis Carole Bessé, je suis psychologue sur l'établissement ici à l'EHPAD et aussi sur le centre hospitalier de Fumel. Madame Angèle, infirmière diplômée d'État et cadre de santé depuis le mois d'octobre dans l'EHPAD. Céline a un peu au Cantou depuis 3 ans. Et la structure de l'établissement tel qu'il est, avec des points de lumière, j'ai énormément insisté sur les points de lumière, permet que les gens s'isolent sans éventuellement s'agresser, puisque malheureusement on a souvent des problèmes comme ça. Et est-ce qu'ils s'isolent volontairement chacun Non, dans des endroits je pense habituels, ou est-ce qu'on a que vu c'est- certains patients qui sont passés derrière nous, ils se sont installés, nous regardent, alors que si on les accumule dans des endroits clos, il peut y avoir des troubles de comportement avec agressivité, puisqu'ils ont une désorientation temporo-spatiale, ils ont des troubles cognitifs, voilà. Et ici, si vous remarquez, c'est apaisé. Je crois que c'est le plus important. C'est apaisé, beaucoup, puisqu'effectivement, il faut savoir que certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer crient ou volent, rentrent dans les chambres, volent, par exemple la nuit, volent, se baladent en tout cas, et ça générait vraiment des tensions, de l'incompréhension, puisque les personnes ne comprenaient pas, ne savent pas ce que c'est forcément que d'avoir la maladie d'Alzheimer et comment ça se reporte. Et effectivement, ça s'est beaucoup apaisé, mais ils sont quand même contents de se retrouver quand ils se retrouvent sur le jardin central, puisqu'ils ont essayé cet été, on a quand même pu bénéficier du jardin cet été, donc ils sont quand même contents de se voir, parce qu'il y a quand même des amitiés qui s'étaient forgées et puis qui perdurent, donc ils sont contents de se voir, mais ça s'est apaisé au niveau de la vie quotidienne. Et c'était surtout sur ces moments-là qu'on ressentait une certaine pression, sur les moments des repas, et le soir, avec l'appréhension du soir qui arrive toujours, et les déambulations, et là c'est vrai que ça s'est beaucoup apaisé quand même, parce qu'ils ont quand même la possibilité dans l'unité Alzheimer de circuler. C'est une vraie unité qui est suffisamment grande pour ça, donc ils circulent dans l'unité. Le premier objectif de l'établissement, de ce service-là, en fait, c'est effectivement d'éviter l'enfermement. Oui. Ce sentiment d'enfermement qui fait que les personnes cherchent à en sortir. Donc l'accessibilité au jardin, le fait de pouvoir passer en déambulation libre d'un espace de vie à un autre, à une pièce à une autre, permet en fait de limiter ce sentiment-là, commun à toutes les personnes accueillies, et donc de minimiser cette notion d'enfermement. En fait, le principe, c'était une entrée commune et les 14 résidents étaient répartis en deux unités d'hébergement avec des espaces de vie communs qui devaient être plus au centre. Donc, le fait de séparer en deux les deux ailes, donc on a rassemblé les chambres d'un côté et les lieux de vie, là aussi on avait des chambres de l'autre côté, en évitant les cul-de-sac, et le jardin commun qui se clôt à l'extrémité des ailes. Et au milieu, on a des espaces de service, de soins, d'accueil, les espaces communs, salle à manger, espaces d'activité. Ils ouvrent tous sur ce jardin avec une partie de terrasse couverte. Et ainsi, au milieu, on a des petites zones qui sont construites là où il y a le personnel soignant, ici l'office, qui fait que quand on entre, on voit tout de suite quelqu'un, soit à l'office, soit au poste de soins, soit à l'animation. Donc les personnes sont là. Et ensuite, les tables sont disposées de façon assez libre dans des petits coins, des petits salons dans chaque sous-espace, qui fait qu'en fait, on retrouve à la fois une fluidité de parcours qui permet des parcours multiples, qui permet des sorties sur le jardin à différents endroits,
Et à aucun moment on a l'impression d'être les uns sur les autres. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on a cherché dans cette division en 2 unités. On a vraiment compris que l'enjeu, c'était de faire des sous-espaces et des espaces plus intimes, plus appropriables par chacun. Familles viennent quand même visiter leurs parents. D'une part pour se rassurer aussi, de voir que tout va bien, que ça se passe bien et que finalement ça se passe même mieux qu'à la maison puisqu'ils ne sont plus dans le conflit. Il y a la prise en charge du patient et finalement ils passent ici entre guillemets du bon temps, voilà, où le relationnel et la notion d'affect et l'émotionnel est au premier plan. Ils reprennent leur rôle en fait d'enfant, de fille, de fils et non plus le rôle de soignant mixé avec les contraintes qui sont liées. Le problème de la culpabilité, c'est de faire comprendre aussi aux familles ce qu'est la représentation de maladie d'Alzheimer. Parce qu'il faut qu'ils comprennent ce que peut imaginer la vie dans le cerveau d'une patiente qui a des troubles cognitifs sévères et qui peut induire beaucoup de culpabilité. Donc mon rôle, lui aussi je pense que de psychologue, c'est de faire comprendre aux familles comment fonctionne l'affect, la mémorisation de ces patients qui ont des troubles cognitifs. Et c'est pas évident de se faire une représentation. Il y a un travail qui est fait aussi sur la personnalisation des chambres pour qu'ils puissent les reconnaître. Donc vous verrez sur chacune des portes un numéro et aussi une image, donc un pictogramme choisi de manière à ce que le patient puisse le reconnaître. Donc soit généralement leur photo ou une photo d'un proche ou d'un animal familier. Donc ils se repèrent un petit peu de cette manière-là. Le PASA, c'est un label, hein, encore des lettres qui sont difficiles des fois à retenir. Ça voulait dire surtout un lieu d'accueil en journée pour des résidents souffrant de troubles Alzheimer ou apparentés. Donc on avait effectivement retenu cette idée dans le cahier des charges puisque ça correspondait vraiment à notre projet, hein, qui était, il était logique d'essayer de trouver des locaux différents pour réaliser des activités bien adaptées, hein, c'est bien ce que ça veut dire, mais pour autant on ne souhaitait pas les mettre dans une aile particulière avec des chambres de résidents, etc. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de respecter le cahier des charges réglementaire sur les locaux d'un PASA, puisqu'on parle d'une surface minimum, de nombre de pièces minimum, de présence de sanitaires, etc. Et on a souhaité que ce PASA soit au cœur du bâtiment. C'est dès l'entrée qu'on a le PASA qui est avec son jardin. Et dès l'entrée, le PASA, c'est pas du tout un lieu d'exclusion, c'est le lieu le plus visible de l'établissement, c'est ce PASA. Donc on est dans le PASA. Alors le PASA, d'un point de vue réglementaire, hein, c'est dans les décrets, doit disposer d'une pièce d'accueil que nous n'avons pas fini d'aménager, et puis de 2 pièces d'activité. Depuis cette entrée, on peut bien entendu aller dans le jardin extérieur qui, lui, est sécurisé, effectivement. Donc on a essayé que cette sécurisation sous la forme d'un grillage soit la plus légère possible. Ça fait partie, bien sûr, des espaces nécessaires pour réaliser des activités comme travailler le jardinage. On a fabriqué un jardin suspendu, et puis aussi profiter du dehors, du soleil. Donc là, c'est une 2e pièce d'activité. Alors elle est intéressante parce qu'elle a aussi un point d'eau, donc on peut varier le type d'activité. Elle donne bien sûr sur le jardin. Et puis ça donne dans un espace restauration. Alors là aussi, c'était un choix qui avait été fait dès le départ.
L'espace restauration du PASA doit pouvoir être en lien avec la salle à manger principale, le restaurant principal de l'ensemble des résidents. Si à un moment on veut isoler, il y a des petits stores qui permettent d'être plus intimes, mais si au contraire on veut que les gens soient plutôt tous ensemble, c'est possible aussi. Certaines de nos activités ou animations, mais qui peuvent se dérouler ailleurs que dans les locaux du PASA, sont faites justement pour s'adresser au plus grand nombre, voilà, si les gens le souhaitent. Et puis il y a des activités quand même à visée thérapeutique. Et là, au contraire, la constitution du groupe eh bien, est réfléchie par les professionnels. Donc d'abord on essaye que dans le temps, voilà, une personne puisse revenir, puisque toujours pareil, le repère, hein, donc c'est tous les mercredis, au même endroit, avec les mêmes professionnels, eh bien ça crée ce repère. Et voilà, donc non, c'est pas qui veut en fait, hein, parce qu'il y a quand même une évaluation de la part des professionnels. Le travail des professionnels, il a été facilité par la typologie de l'architecture des logements, hein, les portes plus larges, les circulations plus larges, plus d'ascenseurs, enfin on ne peut pas imaginer ce que c'est. Plus de locaux aussi, de locaux techniques, de locaux logistiques. Et ça a voulu dire vraiment un vrai soulagement, hein, dans les pratiques professionnelles. Ce que les professionnels et moi nous partageons, c'est l'idée qu'une personne doit pouvoir absolument garder ses repères. Or, cette pathologie Alzheimer et les troubles apparentés, ce sont vraiment des pathologies évolutives, et en tout cas, les troubles que ça procure sont évolutifs. Et pour nous, il nous semble important de pouvoir garantir à la personne qu'elle soit accueillie dans un même espace, dans un même logement, sa chambre, mais nous on aime appeler ça logement, et que si son état de santé se modifie, ou ses troubles se modifient, c'est à l'entourage de s'adapter et non pas à la personne de changer d'endroit. Donc déjà, notre première impossibilité, c'était de dire, si quelqu'un entre ici avec des troubles modérés et qu'ensuite il faille la déménager dans une unité fermée, ça crée de nouveau une rupture. Or, on sait bien que justement, la difficulté principale de la désorientation, c'est ça, c'est de ne plus avoir ses repères. Donc, autant que faire se peut, garder les mêmes repères tout au long de l'évolution de la maladie. Ces 3 visites nous ont révélé que face à une même question, la diversité des réponses était chaque fois justifiée. On voit aujourd'hui qu'il y a des échanges intergénérationnels qui ont lieu, que ce soit à travers les familles, mais également à travers l'école de la commune, que ce soit également avec le relais d'assistante maternelle, où il y a des enfants entre 3 mois et 2 ans qui viennent de gambader au milieu des résidents tout au long de l'année. L'établissement est sorti de terre et effectivement je pense qu'il répond vraiment à la question qu'on s'était posée à ce moment-là et qui remplit pleinement ses fonctions, vraiment. Ce qui est commun, c'est que la construction d'un espace dédié a toujours accompagné les mutations et accéléré la prise de conscience d'une nécessaire évolution du personnel, tant par la formation que le recrutement ou la mise en œuvre de nouvelles organisations de travail. On voit que si on a construit un nouveau bâtiment, c'est parce que la population accueillie a changé et elle continue de changer, elle continue de vieillir déjà et les dépendances ne sont pas les mêmes. Donc il faut que nous, professionnels, on change aussi, on s'adapte. Et finalement, ce déménagement, ça a été également un levier pour nous pour toujours nous remettre en question et savoir comment on peut faire différemment. Et on ne peut pas se dire, eh bien, je m'occuperai toujours de la même façon de la personne, je l'accompagnerai toujours de la même façon. Ça n'est pas possible. Les choses doivent changer continuellement. L'architecture a seulement donné forme à l'engagement des personnes, et ce sont bien les qualités humaines de toutes les équipes qui font la qualité de l'accompagnement des résidents.